Salut à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans le studio Vous Sport pour un nouveau numéro de PL Club, cette émission de passionnés entre passionnés consacrée à la Première Ligue. On parlera de la 30e journée de Première Ligue avec seulement 4 matchs ce week-end parce qu'il y a aussi des matchs de Cup. Mais cela ne va pas nous empêcher de parler des différents enjeux. Il y en a encore beaucoup pour cette fin de saison et j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonsoir Serge. On peut dire que le suspense est total de semaine en semaine. C'est de plus en plus excitant parce qu'il y a une compétition pour le titre. On va dire qu'il y a 3 étages. Il y a le titre, il y a la 4e place et il y a aussi le maintien. Exactement, même si je préférerais vivre tout ça avec, disons, un peu plus de clarté, parce que c'est vrai que voilà, le fait d'avoir des matchs qui ont été remis, que toutes les équipes n'ont pas le même nombre de matchs, etc., je trouve que ça rajoute du flou à la compréhension des enjeux, et on en discutera à un moment donné, évidemment, dans l'émission aussi, notamment quand on parlera de la 4e place qui est en jeu. Et puis comme toujours, nous allons nous appuyer sur les infos, sur les datas livrées par Vision du jeu et puis son incarnation Christian. Salut Christian, tout va bien? Bonjour messieurs, très content de retrouver Jean-François pour pouvoir discuter des différentes analyses. Nous sommes vraiment tous ravis de se retrouver ici. On va commencer par les plus beaux buts marqués lors de la 29e journée, c'était le week-end dernier. C'est parti. It's a nice touch from Fred, perfectly weighted. Ronaldo! One of his very best. A magnificent strike. How many times he has been able to deliver the spectacular when his side have needed it most. Slug up towards Kai Havertz! Chelsea got there in the end, ticking up to minutes 89. Kai Havertz finally found the way. Now Ruben Neves. Conor Cody! The Liverpool fan from Merseyside has just brought misery to the blue half of Merseyside. And Conor Cody is becoming prolific. This is Dennis. Salisu with him. It's in again for Cucho Hernandez to score again. 2-0 Watford. 2 goals for the Colombian. And this could be huge for the Hornets. Benrahma curled the ball into Yarmolenko! What an emotional moment for the Ukrainian! A magnificent finish and a majestic reaction from player, teammates and the crowd. Grosse émotion évidemment sur ce but marqué par l'Ukrainien Yarmolenko, mais on peut revenir aussi sur le triplé réussi par Ronaldo, qui était sans doute le grand bonhomme du week-end avec le record de buts marqués ou pas. On sait que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais on a vu aussi quelques jours plus tard United être éliminé en Ligue des Champions. Alors encore une fois, on se demande si Ronaldo est parfois la solution et parfois aussi le problème. Exactement. Et c'est impossible de répondre à la question parce que quand il marque 3 buts, tout le monde va dire qu'il est la solution. Et lorsqu'il ne marque pas, eh bien, il est, selon certains en tout cas, un poids lourd peut-être pour le système Radnick. Et donc voilà, est-ce que tout ça, est-ce que c'est possible d'y comprendre quelque chose? En tout cas, une chose qui se confirme dans les semaines, je trouve, qui passe pour le moment, c'est qu'il y a quand même une grosse notion de subjectivité en football et de sentiment, de perception, un peu voilà, comme les gens ressentent les choses. Mais et c'est pour ça aussi qu'on en fait des émissions. Oui, mais non, mais c'est pour ça que j'aime bien aussi quand on ramène les choses à des chiffres ou des tendances ou des choses un peu plus rationnelles, parce que sinon on part dans de l'émotion, on part dans plein de choses, mais qui trouvent leur signification dans pas grand chose, si ce n'est j'aime ou j'aime pas, et
Et c'est un peu comme l'art, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est très subjectif. Hein. En tout cas, ce qui n'est pas subjectif, c'est que pour Manchester United, la saison va se résumer maintenant à la course pour la 4e place parce qu'ils ne sont plus en Ligue des Champions, plus en Cup. Et ça fait un moment qu'ils n'étaient plus en Coupe de la Ligue également. Ouais. Alors le bilan après 29 journées, on a marqué 22 buts le week-end dernier, 6 victoires à domicile, 3 victoires en déplacement, 1 partage. Quand je dis après 29 journées, on l'a dit, toutes les équipes n'ont pas le même nombre de matchs, mais ça commence quand même à s'équilibrer parce que encore en ce milieu de semaine, il y a eu des matchs d'alignement. Il y en aura encore un ce soir d'ailleurs. Alors, je vous propose justement, avec ces matchs d'alignement, de revenir sur ce très important Arsenal-Liverpool qui a eu lieu hier soir, Jean-François. On va voir les 2 buts marqués. Alors, Arsenal restait sur 5 victoires consécutives, Liverpool sur 8 consécutives. On sait que City avait perdu des points lundi soir 0-0 à Crystal Palace. Liverpool avait l'occasion de revenir à 1 point des Citizens et ils en ont largement profité. Oui, vous étiez au commentaire de la rencontre avec Frédéric hier, mais pourquoi je dis ça? Parce que je vous ai écouté par moments et ce qui est parfois assez amusant, et je parlais de la perception qu'on pouvait avoir des événements, c'est la perception quelque part que les journalistes en avaient ce matin, c'est-à-dire que quand on lisait la presse, on avait l'impression que Arsenal avait... pas été volé, mais enfin que la victoire leur avait échappé de justesse, alors que moi j'ai vu quand même une équipe de Liverpool très sûre et très maître de son sujet. En deuxième mi-temps, absolument. À l'image, je trouve, un peu de ce deuxième but et la récupération de Robertson là-bas très haut sur le flanc gauche, à la diversité offensive de cette équipe de Liverpool qui passe les étapes sans trop de difficultés. Enfin bref, tout ça pour dire que, évidemment, puisqu'on va parler en jeu de titre et on va parler en jeu du top 4, on est exactement dedans avec ces deux équipes-là, et c'est sûr que la victoire de Liverpool remet une intensité incroyable dans la course au titre et revient à 1 point de Manchester City. Donc, et les deux se rencontrent. On l'a déjà dit, mais on va le répéter parce que c'est le gros match, c'est le gros rendez-vous de la saison. C'est la finale quasiment de cette première ligue, le 10 avril, Manchester City-Liverpool. Mais il reste encore un match pour les deux avant cela. Bon, il y a les matchs de Cup ce week-end et puis après il y aura Liverpool-Watford et ce sera de mémoire Burnley-Manchester City. Exactement. Même si, oui, alors on aura l'occasion évidemment peut-être de s'attarder là-dessus, mais il y aura pour City, je trouve, un calendrier un peu plus favorable que pour Liverpool. Alors, quand on dit calendrier favorable, il faut se méfier parce qu'en Angleterre, aucun match n'est facile, d'autant que les équipes. On l'a vu lundi à Crystal Palace. Exactement. Oui, mais Crystal Palace est une équipe qui finalement n'a laissé, j'ai envie de dire, à City qu'à 1 point sur 6. Hein. Exactement. Donc, et City n'a pas réussi à marquer sur les 2 matchs face à Palace. Exactement. Si City devait perdre le titre cette saison, en fait, il perdrait le titre contre 2 équipes. Southampton et Crystal Palace. Et Tottenham. Et Tottenham aussi, donc ça fait 3. Parce qu'ils prennent 2 points seulement face à Southampton. Oui, mais contre Tottenham, c'est 0 points. Ouais. Bon, là, c'est un duel entre Big Six. Par contre, Southampton et Crystal Palace, c'est quand même beaucoup de points perdus face à des équipes qui, normalement, sont un étage plus bas. Exactement. On va peut-être demander à Christian de nous dire ou pas, est-ce que Liverpool peut être considéré pour le moment comme l'équipe qui a la meilleure dynamique? Il reste sur 9 victoires consécutives. C'est une équipe, si je prends les 9 matchs gagnés, c'est un goal average de 23 buts marqués, de 2 buts encaissés. Avec ce point de retard sur City, ce déplacement à Manchester City pour Liverpool, est-ce qu'on peut quand même dire que Liverpool a la main pour le moment? Sans aucun doute, c'est l'équipe du moment. Il est clair que quand on enchaîne 9 victoires à ce moment-ci de la saison, on envoie un message aux concurrents. Et donc, on a le plein de confiance. Et comme on déroule dans tous les domaines, comme on est performant avec aussi bien collectivement qu'individuellement, que dans le jeu posé, que dans les reconversions rapides, que dans les phases arrêtées, je pense que pour le moment, ils sont devant et mérités dans cette période de la saison. Et justement, là, on peut dire que d'un point de vue offensif, bon, il n'a encaissé que 2 buts sur cette séquence de 9 matchs, mais d'un point de vue offensif, les Reds trustent les premières places aussi bien au classement des buteurs qu'au classement des donneurs d'assists. La semaine passée ou la semaine précédente, on a évoqué le passage des 4 fantastiques aux 3 fantastiques plus Luis Diaz qui vient se greffer sur ces joueurs-là. Ben voilà, regardez, là je ne vous montre pas, je ne suis pas en train de vous montrer le tableau des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs de Liverpool, je suis en train de vous montrer les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs de l'ensemble de la Ligue. Alors les 3 fantastiques sont en tête, évidemment on peut encore rajouter Kane et Ronaldo qui sont aussi à 12 buts, mais c'est extraordinaire ce qu'on voit là.
être aussi fort avec autant de joueurs et autant d'accessites individuels, aussi bien sur les buteurs que sur les passeurs décisifs. Voilà. Et en plus, dans les 2 passeurs décisifs, il y a les 2 défenseurs latéraux qui sont très très performants. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Il y a 45 buts cumulés pour les 3 et il y a 31 passes décisives cumulées pour les 3 autres. C'est exceptionnel ce qu'on voit là. Et on peut y ajouter Firmino parce qu'il marque aussi hier, il rentre en cours de jeu, il venait d'une série de matchs ratés pour cause de blessures. Donc il y a maintenant, avec Luis Diaz qui fait un excellent début, ils sont 5, c'est les 5 fantastiques maintenant. Oui, exactement, les 5 fantastiques. Et puis, surtout cette possibilité d'en choisir 3 et de rester tout aussi performant. On sent quand même bien que dans l'intention de Jürgen Klopp, c'est quand même d'apporter, il avait déjà fait le coup l'année dernière, et pour autant les transferts n'avaient pas été des réussites, mais il avait déjà essayé avec à l'époque le transfert de Shaqiri, etc., de venir titiller, Minamino, venir titiller un peu ses titulaires, etc. Cette fois, il fait mieux encore. Il va plus que les titiller, il trouve des solutions carrément de remplacement. Depuis que Jota a été aussi dans cette version-là, pris un petit peu pour ça. Et on voit qu'aujourd'hui, il a la préséance et la préférence. Donc on a aujourd'hui des alternatives. On peut retrouver Mané en numéro 9. On peut retrouver une attaque avec Mané, Salah et Diaz, par exemple. Oui, parce que hier, par exemple, Salah a commencé sur le banc. Il est monté en deuxième mi-temps. Il était légèrement blessé. Oui, tout à fait. En tout cas, il y a un chiffre qui est impressionnant. Liverpool a 69 points, donc 1 point de moins que Manchester City. C'est déjà le même total que la saison dernière, alors qu'ils ont été 3e. Voilà. Donc il faudra, à mon avis, 94, 95, peut-être 96 points pour être champion cette saison. Il faut se rappeler qu'il y avait combien, 14 points de différence au début de l'année. Oui, à mi-janvier. Avec 14 points et 2 matchs de retard pour Liverpool. Donc là, ils ont fait quasiment tout le retard en l'espace de 2 mois. C'est assez impressionnant. Après, je regardais un petit peu les calendriers d'ici la fin de saison. Et là où City, à part le match contre Liverpool, évidemment, qui sera un match clé, mais imaginons que Manchester City réussissent le match pour eux de l'année, ça veut dire que là, ils reprendraient une petite bouffée d'air avant d'avoir quand même des matchs qui sont pour le coup alors à leur portée, parce qu'il y aura Wolverhampton, Brighton, Watford, Leeds, Newcastle, West Ham certes, mais bon, dans un contexte où en principe, même si c'est à West Ham, voilà, ce sera à 2 journées de la fin, et puis un match contre Villa à domicile pour terminer. Dans le même temps, Liverpool a encore des affiches à jouer, outre évidemment le match face à City, mais ils vont encore jouer Manchester United, ils ont encore le derby. Alors certes, Everton ne tourne pas bien, mais un derby, ça reste un derby. Et puis surtout, ils vont aller à Newcastle, ils vont jouer aussi contre Tottenham, qui a réussi quelques coups cette saison. Donc je dirais que, alors, ils laissent un sentiment, et ça, c'est indiscutable pour le moment, il laisse un sentiment vraiment de tranquillité, de sérénité, de force, et à l'image de ce que Christian disait tout à l'heure, surtout force offensive, mais ne pas oublier cet équilibre aussi défensif et cette stabilité. Alors que de l'autre côté, oui, la force, on en a parlé souvent, parce que finalement, du côté de City, la saison est belle aussi, il ne faut pas quand même... mais on a plus de doutes. On prépare déjà ce match du 10 avril. Et attention, Liverpool est aussi en course dans 3 autres compétitions. Ils ont déjà gagné la Coupe de la Ligue. Il leur reste encore la Ligue des Champions, la Cup et le championnat. Donc ça va peut-être peser un moment aussi sur le calendrier. City voilà. aussi, hein. Et City aussi, c'est vrai. Mais ils n'ont pas gagné la Coupe de la Ligue, par contre. Ah non, enfin bon, c'était... Ok, on va s'intéresser à la première rencontre de ce week-end, celle que vous pourrez suivre sur Divertissez-vous. C'est vendredi soir à 21h. Wolverhampton face à Leeds. On en parle après ceci. It's nights like tonight that make the memories. Starts here. Rendez-vous à Molineux avec Wolverhampton, 8e actuellement avec 46 points. Leeds est 16e avec 26 points. On va donc parler de course à l'Europe et de maintien. On va commencer avec les Wolves qui ont gagné le week-end passé. Ils restaient sur 2 défaites, mais le week-end passé, ils ont réussi à l'emporter. Donc ils se sont un petit peu relancés dans la course à l'Europe.
Voilà, le top 4, ce sera peut-être difficile, mais quand même un top 6, voire un top 7, ça dépend des différents résultats. Ça pourrait leur valoir une qualification pour la Coupe européenne. Aller chercher une coupe, mais qui ne sera probablement pas la Ligue des Champions. Ouais, bon. Ils ont gagné 2 matchs consécutivement, Watford et Everton, donc ils ont pris un 6/6, ça les relance quand même. Mais ils font partie quand même, bon, on peut aussi quand même se rappeler de leur début de saison un peu poussif et un peu pénible, donc ils se sont extrêmement bien repris. Ouais, avec un nouveau manager, Bruno Lage, il fallait le temps de s'installer. Exactement, et je pense que de toute façon, s'ils devaient terminer dans les 8 premiers, pour eux, ce serait quand même une très belle réussite et une très belle saison. Tout le monde ne peut pas remporter le titre et tout le monde ne peut pas être parmi les 4 premiers. Donc à un moment donné, voilà, il faudra séparer les tâches. C'est pas l'équipe, pour moi en tout cas, favorite pour un top 4. Je pense que s'il se situe dans le top 8, ce sera parfait. Alors Christian, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe de Wolverhampton? Déjà, on est impressionné par leur efficacité défensive depuis le début de la saison. Efficacité en général, parce qu'ils parviennent à gérer cet équilibre entre le défensif et l'offensif. Ils marquent très peu, 29 buts, c'est très très faible, mais ils encaissent très peu. Ils sont la 4e défense du championnat. Et pour pouvoir, voilà, comme on le voit sur l'infographie, pour pouvoir rivaliser avec des concurrents qui ont probablement plus de moyens, qui ont plus de mise en place offensive actuellement, ben voilà, ils sont 4e meilleure défense du championnat, c'est quand même extraordinaire. On va le voir dans le tableau suivant aussi, les performances qui fait que c'est souvent 1-0 ou 0-0, voilà, comme ici. Voilà, ce sont les performances contre les équipes qui sont au-dessus d'eux. Voilà, il n'y a pas énormément de spectacle quand on va voir un match de Wolverhampton. En tout cas, on ne vibre pas beaucoup pour les buts. Il y a 5 buts marqués et 8 buts encaissés. Alors si vous regardez la colonne de gauche avec les buts à domicile, c'est 4 défaites, 0-1. Et une victoire 1-0. Donc c'est à domicile, ça produit pas beaucoup de jeux, mais voilà, c'est une équipe très solide et c'est un peu dans la tradition de ces dernières saisons avec un entraîneur portugais précédent où on défend très bien et on profite du moindre espace pour pouvoir gagner avec le plus petit score. Alors, vendredi soir, c'est Leeds en face. Et Leeds, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts, même s'il y a un nouveau manager avec Jesse Marsch. Ils ont enfin gagné ce week-end. Après, c'était le 3e match pour le nouveau manager américain. Ils ont marqué dans les toutes dernières secondes. Un but de la victoire face à Norwich à la 94e par Gelhardt. Bon voilà, c'est toujours une équipe, on ne sait pas encore évidemment la situer avec le nouveau manager, mais elle reste quand même en danger. Ils sont d'autant plus en danger que quand on les regarde d'un petit peu plus près au classement et qu'on se dit, tiens, le maintien, Norwich, bon ok, ils sont un petit peu, je dirais, relégués à quelques points. Pour Leeds, la situation n'est pas idéale parce qu'ils ont certes 26 points, mais ils ont aussi 29 matchs, ce qui veut dire qu'ils ont des matchs en plus que Burnley et surtout qu'Everton. Alors évidemment, comme la forme d'Everton est catastrophique pour le moment, on va dire... Celle de Burnley aussi. Celle de Burnley aussi, mais enfin bon, ça veut dire quand même que... Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est difficile aujourd'hui d'avoir une vision très claire. Vous savez que les coachs préparent aussi souvent sur des planifications en disant voilà, on va faire une série, j'ai besoin d'autant de points sur cette série-là, etc. Et surtout quand on calcule les points pour se sauver. Peut-être qu'on a moins cette réflexion-là quand on se calcule les points pour le titre ou le top 4. Mais en tout cas, ici, pour se sauver, on fait un petit peu voilà, on se projette un petit peu. Et ici, c'est compliqué de se projeter parce que on n'a pas une vision très très claire. Mais voilà, Leeds, c'est une équipe qui est capable de produire du jeu, capable de produire du spectacle, mais qui est tellement friable défensivement qu'à un moment donné, voilà. Mais on ne sait jamais à quoi s'attendre avec eux. Et ça, jusqu'à quasiment les ultimes secondes des matchs. Justement, on va voir avec Christian que... On voit souvent du public quitter le stade, le public anglais quitter le stade à quelques minutes de la fin du match. Avec Leeds, il faut rester, Christian, au bout, il faut rester dans le stade jusqu'au coup de sifflet final. Ça, c'est la conséquence, en fait, du plan A, suivi du plan A par Bielsa. C'est-à-dire qu'on encaisse, on marque, on en prend 3, on en prend 4, on gagne 2. On est toujours en train de jouer de la même manière. Et donc, que ce soit la 90e, la 91e ou la 92e, on a toujours la même intensité. Et donc, c'est ce qu'on voit. Donc, si quelqu'un qui a décidé de partir 5 minutes avant la fin, cette saison, avec son abonnement de Leeds, il aurait perdu 11 buts. Et 11 buts, c'est beaucoup d'émotions. Et on l'a vu dans les images qui ont un peu circulé sur les réseaux sociaux, où on montrait différents
angles du dernier but qui a été marqué ce week-end à la 94e minute. On a vu, il y avait certaines personnes qui quittaient le stade, mais à un certain moment, le stade s'est enflammé quand il y a eu ce but de la victoire. Eh bien voilà, c'est tout à fait Leeds. C'est à la fois très rafraîchissant et inquiétant parce que ça veut dire en fait que Bielsa il a su insuffler dans ce club une envie de toujours donner du spectacle et de toujours être performant jusqu'à la fin, et donc les répercussions sont qu'on arrive à des situations comme la semaine passée. Et par contre, des fois, il y a le match, c'est 90 minutes, donc il y a une gestion, et comme disait Jean-François, il y a des gestions sur plusieurs semaines, mais il y a aussi des gestions de match. Il y a plusieurs vies dans un match, et là, à un certain moment, quand on gagne ou quand on mène au score ou quand on revient au score, il faut pouvoir un peu changer son fusil d'épaule, et à Leeds, c'est pas le cas. Et ça, on ne l'a pas encore vu avec Jesse Marsch, hein. On ne l'a pas encore vu, son équipe n'a pas encore mené au score, à part le dernier match où il marque à la 94e. Mais c'est là que c'est inquiétant, à mon avis, d'avoir choisi quelqu'un comme Jesse Marsch, parce que c'est quelqu'un qui vient de la stratosphère Red Bull et qui a connu des succès avec Salzbourg, avec une équipe qui avait des moyens qui étaient 5 fois au-dessus de n'importe quelle équipe. Donc il était habitué à jouer dans le camp de l'adversaire, il était habitué à marquer énormément de buts. Il a eu Alan, il a eu Wang de Wolverhampton, il a eu énormément de joueurs de très haut niveau comparé à la Ligue. Et là, il se retrouve dans une situation maintenant où il faut vraiment se sauver et il faut pouvoir fermer le jeu et il faut pouvoir à un certain moment profiter de reconversions rapides. Et ici, même contre Norwich, quand on mène 1-0 et qu'on encaisse à la 90e minute, je ne suis pas sûr qu'il avait dans son plan de jeu d'aller encore marquer à la 94e pour battre le dernier du championnat. Donc là, c'est un peu inquiétant dans le modèle de l'entraîneur. Alors je vous propose de continuer sur la lutte pour le maintien parce qu'Everton joue ce soir un match très important face à Newcastle. Et là, Christian, on peut dire que c'est une équipe en train de s'écrouler malgré le changement d'entraîneur, l'arrivée de Frank Lampard. Ils restent sur 4 défaites consécutives et ils n'ont plus marqué depuis 4 matchs. La crainte, c'était surtout le passage d'Ancelotti à Benitez. On sait que Benitez prône un jeu qui est beaucoup moins offensif qu'Ancelotti. Et on va le voir dans l'infographie. J'ai montré cette détérioration en une saison. Aujourd'hui, ils ont marqué 28 buts, seulement 8 buts en premier temps. Ils ne sont jamais conquérants. Et alors, on voit la première ligne qui est en jaune. C'était les performances la saison passée dans ces domaines-là. Ils étaient dans les meilleurs de la Ligue. Ils étaient un des meilleurs sur centre, un des meilleurs sur le jeu de tête et surtout très fort sur phase arrêtée. Donc, centre, jeu dominant placé, tête, phase arrêtée, ça c'est une recette qui marche très fort pour une grosse partie des performances offensives. Et regardez en rouge en dessous, les performances aujourd'hui, après une saison avec Benitez, et maintenant malheureusement il y a Lampard qui doit prendre le relais de ce conditionnement, mais c'est 5 buts marqués sur centre, c'est seulement 6 buts de la tête et 4 buts sur phase arrêtée. C'est c'est catastrophique offensivement et ça, c'est vraiment une équipe qui est au bord de la relégation. Et ça, c'est assez incroyable parce que ce sont les mêmes joueurs à l'un ou l'autre joueur qui est arrivé comme Gray et comme Lennon, mais sinon, ce sont exactement les mêmes joueurs. Oui, mais quelque part, en 2 explications maintenant, Christian vient de nous dire 2 choses, je trouve, qui sont vraiment importantes. Il nous parlait de Leeds et il nous disait, tiens, ils ont cherché un entraîneur qui finalement, dans son modèle, ne correspond pas du tout aux objectifs, si, du style qu'ils veulent donner à l'équipe, peut-être. Cette espèce de football... on va l'appeler total, je mets des guillemets, mais où on va aller presser l'adversaire, on va aller chercher dans le camp. Malheureusement, c'est pas comme ça que les rencontres se passent. Et ils vont chercher un entraîneur qui, en effet, a eu des moyens et a toujours été, je dirais, la meilleure équipe de la Ligue dans laquelle il évoluait à l'époque. Et puis ici, on a un autre exemple, c'est-à-dire qu'on a une équipe comme Everton qui est en proie à des doutes et à des difficultés. Et là, ils vont chercher un entraîneur qui est, à mon sens, en tout cas, une inconnue de par son inexpérience, pas comme joueur, mais comme entraîneur. Il a eu, certes, son expérience avec Chelsea. Oui, il y a Derby avant, Championship. Oui, mais je trouve que c'est pas
dans la difficulté que le club représente pour le moment, pas oublier qu'on peut rajouter aux problèmes sportifs les gros problèmes financiers que le club est en train de traverser maintenant, sans rentrer dans les détails. C'est voilà, ils risquent d'avoir, enfin, ils ont un accord avec la Ligue pour une surveillance de leurs comptes, des sorties de transferts, des signatures potentielles, etc., etc. Donc voilà, ils ont aussi des problèmes financiers à gérer sur le côté. Donc quand des problèmes financiers viennent s'intégrer dans un club où les joueurs se posent déjà des questions, c'est jamais super bon signe. Et quand je dis Lampard, je dis simplement parce que je ne le vois pas. Et oui, derby, mais derby, c'était pas pour jouer la descente. Et Chelsea, c'était pas pour jouer la descente non plus. Et aujourd'hui, il se retrouve dans une situation où il va devoir gérer ça. En mettant, je dirais, l'accent sur les choses que Christian souligne maintenant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour se sauver. Il faut être efficace dans tel domaine et ils ne parviennent pas à l'être pour l'instant. Donc quand je dis peut-être pas le bon choix, je ne parle pas du bon choix d'entraîneur, c'est peut-être un très bon entraîneur, mais dans son expérience d'entraîneur, c'est la première fois qu'il se retrouve dans cette situation-là. Et ça peut être quelque part, on dit souvent en tout cas, on voit, tiens, tel club a été chercher tel entraîneur, où il a l'habitude de jouer le maintien, donc ça va peut-être être une clé importante pour nous en sortir. Ben là, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Lampard n'est pas Big Sam Allardyce. Non. Et j'ai dit Lennon, c'était Townsend évidemment du côté d'Everton. Par contre, Newcastle, Christian, on peut dire que ça va bien malgré la défaite du week-end dernier du côté de Chelsea. Newcastle a quasiment assuré son maintien avec 31 points, mais surtout une belle série de matchs en 2022. Tout à fait. Et malheureusement, le match à Chelsea, il a fallu un exploit exceptionnel de Kai Havertz, d'ailleurs on l'a vu dans le top 5 des buts du week-end, pour être battu. Voilà, ils sont en pilote automatique, ils ont donné les moyens pour pouvoir renverser la vapeur, ils ont des joueurs performants, il y a une concurrence qui est un peu plus saine, il y a même des joueurs qui étaient incontournables avant, comme Alan Saint-Maximin qui était même sur le banc et donc qui a dû monter seulement vers la fin. Voilà, 10 matchs, 21 points sur 30, c'est 70%. Alors je ne sais pas regarder dans la Ligue qui fait 70% de performance en termes de points sur une saison. Eh bien, il se retrouvera beaucoup plus haut et pour eux, je pense que c'est assuré pour cette saison. Et on rappelle qu'ils ont eu leur première victoire à la 15e journée, c'était début décembre. Donc franchement, il y a eu une transformation du côté de Newcastle, donc 14e avec 31 points. Et puis il reste Christian Watford, 18e avec 22 points. Voilà, ils ont eu la victoire de l'espoir, de l'espérance ce week-end en allant gagner 1-2 à Southampton, mais ça reste une équipe qui est quand même en difficulté et qui doit absolument être plus efficace en reconversion rapide. Deux infographies pour illustrer cela. Hein. C'est cette reconversion rapide comme atout. On l'a montré déjà avec notamment Emmanuel Dennis qui est impliqué dans 7 des 9 buts sur reconversion rapide. Voilà, c'est le lot des équipes du bas, c'est les équipes qui doivent souffrir, des équipes qui doivent se battre sur chaque ballon et qui doivent profiter de ces reconversions, de ces moments, ces points d'inflexion pour pouvoir être performants. Et ils le font très bien dans ce domaine-là. Malheureusement, c'est le seul domaine dans lequel ils sont performants. Mais si ça leur permet de gagner encore quelques points jusqu'à la fin de la saison, bien alors ils seront en bonne voie aussi pour essayer de se sauver. Et sur l'infographie suivante, on va voir que dans ce domaine-là, donc dans ce classement sur reconversion rapide, ils sont 2e au classement. Donc on peut voir les premiers, les meilleurs, c'est Manchester United, on l'a montré souvent avec ce passage obsessionnel par l'axe et ses reconversions rapides. Il y a toujours Liverpool et Arsenal, et eux sont juste en dessous. Watford, Southampton, Leicester et Crystal Palace, voilà, toutes des équipes qui sont en milieu de classement et qui ont besoin de ce domaine, et on le répète à chaque fois, si vous voulez être performant pour une équipe qui est relégable, il faut être performant sur reconversion rapide. Si vous êtes une équipe du milieu de classement qui veut jouer un accessit à l'Europa League ou même plus haut, il faut être aussi performant dans ce domaine-là, eh bien ils le sont.
Voilà pour le point sur la lutte pour le maintien avec évidemment encore Burnley 19e 21 points. Il y a Norwich avec 17 points qui semble quand même déjà condamné. Ce sera compliqué pour les Canaries, mais on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Notamment, il y a le résultat qui sera important ce soir dans ce match Everton-Newcastle et puis le match de ce week-end pour Leeds notamment. On passe maintenant à la course au top 4 avec Tottenham-West Ham dimanche 17h30. On en parle après ceci. Fierce Premier League rivalries go, this one's right up there. This is always a fixture that matters. But now it's not just pride at stake. Both Spurs and West Ham have their sights set on the top 4. An enduring rivalry with a different dynamic, adding spice and increased jeopardy. Can Conte's men take a step towards Champions League qualification? Tottenham are running riot here. Or can Moyes & Co sink their rivals and keep their own European dreams alive? Hammer time! This is not your average London derby. This is Tottenham versus West Ham. Un beau derby londonien pour terminer le week-end en Première Ligue. Donc c'est dimanche 17h30. Tottenham est 7e avec 48 points. West Ham est 6e avec 48 points, mais avec plus de... Non, avec une meilleure différence de but. C'est sur la différence de but qu'on calcule le classement entre les équipes qui ont le même nombre de points en Angleterre. Je vous propose déjà de revoir les buts marqués par Tottenham qui se déplaçait mercredi soir du côté de Brighton. Alors on sait que Tottenham c'est l'équipe binaire pour le moment, ça fait 8 rencontres maintenant qu'ils enchaînent toutes compétitions confondues, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire. Ils avaient été battus le week-end dernier à Manchester United, mais hier soir ils ont gagné à Brighton. Exactement, et ça devient difficile à comprendre d'où vient cette difficulté justement. J'avoue que je ne me l'explique pas vraiment. La raison pour laquelle ils alternent autant, j'ai envie de dire, les bonnes et les moins bonnes choses, avec des exploits. Tout le monde a en tête quand même cette victoire contre Manchester City où on se dit ça y est, ils sont partis, ils ont fait le plein de confiance, ils ont leurs attaquants, ce fameux duo Kane-Son qui refonctionne à merveille, donc ça y est, ils sont bien partis. En plus, je dirais que quand on regarde d'un petit peu plus près cette lutte au top 4, ils ont, je ne vais pas dire leur sort entre leurs mains, mais presque, parce que c'est vrai qu'ils sont derrière, par exemple, Arsenal au classement. Ils ont un match de plus. Oui, mais un des matchs qu'Arsenal doit jouer en retard, c'est contre Tottenham. Donc rien que ce match-là devrait permettre à Tottenham, déjà qu'à 48 points, de passer devant avec 51, ou en tout cas de se retrouver à égalité avec Arsenal. Donc on est dans une situation où ils ont encore leur sort entre leurs mains, mais il y a quelque chose... Pour ça, il faudrait être régulier. Exactement. Il y a quelque chose dans la régularité qui passe pas. Je comprends pas bien. Parce que on a l'impression que chaque fois que Conte ouvre, je dirais, sa bouche pour dire quelque chose selon les Vous semaines... allez dire autre chose. Oui. Selon les semaines, une fois bien, une fois mal, il met la pression sur ses joueurs, etc. Le groupe répond parce que la semaine suivante, les choses se passent bien. Mais par contre, il n'y a pas de continuité, quoi. C'est vraiment étonnant. C'est vraiment très étonnant. Et par contre, ils ont... Bon, il y a Mo Salah, évidemment, qui peut être considéré comme le meilleur attaquant pour le moment, mais sur les dernières saisons, Kane est quand même le numéro 9 par excellence dans cette première ligue. Il a battu un record hier soir, on l'a vu marquer le deuxième but du côté de Brighton. 95 buts marqués en déplacement. Il bat le record qui appartenait avant cela à Wayne Rooney. Oui, mais il a mis 104 matchs de moins pour le faire, c'est incroyable. Non, mais c'est une super bonne nouvelle et on a déjà insisté sur ce duo, voilà, parce qu'on associe souvent Kane, Son, etc. Machin, c'est super. Mais malgré le fait que Son et Kane, en particulier, puis vous en parlez, retrouvent de semaine en semaine de l'efficacité, mais malgré ça, il reste irrégulier. Donc on pensait que la solution allait se trouver là, oui, parce qu'on ne s'en faisait pas trop pour l'aspect défensif en disant avec Conte ça va aller. Ça n'a pas l'air d'aller, et s'il perd le top 4 aujourd'hui, ce sera à cause de ça. Justement, sur Kane, il a marqué plus de buts en déplacement en Première Ligue qu'à domicile. Il a un total de 178 buts, donc 95 buts en déplacement et 83 à domicile. Alors Christian, on en parle maintenant depuis plusieurs semaines. On retrouve le meilleur niveau d'Harry Kane, le meilleur Harry Kane, celui qui avait notamment été meilleur buteur la saison dernière. On suit sa timeline d'efficacité en termes de buts marqués. Et voilà, je ne suis pas du tout étonné par rapport à ce chiffre de marquer beaucoup de buts en déplacement. On le dit chaque semaine. Regardez, c'est marqué, c'est clair sur l'infographie. C'est quelqu'un qui passe par l'axe. L'origine est l'axe. L'origine est souvent le jeu dominant rapide ou la reconversion rapide. Et donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'espace. Et à domicile, bien, à part
l'année où ils étaient avec Mourinho et où ils ont joué aussi le même style de jeu à domicile qu'en déplacement, il a besoin d'avoir ces espaces-là et il le retrouve plus facilement en déplacement. Ça, c'est tout à fait logique. Ici, ce qui est bien, ben voilà, il retrouve là, et je crois qu'il est 4e ou 5e au classement des buteurs en ayant un début de saison catastrophique. Il continue sur sa lancée. Je le répète encore, Bruno Taverne nous l'avait dit il y a 2 mois, ça sera l'homme de la fin de saison. C'est l'homme de la fin de saison pour le moment. Et puis voilà, le seul, voilà, pour répondre à Jean-François, est-ce que je réfléchissais aussi, pourquoi est-ce que c'est tellement binaire dans les résultats? Bien parce qu'à l'instar des autres équipes comme City ou comme Chelsea ou comme Liverpool, le danger vient de partout et ils se partagent le nombre de buts. Ici, il y a 2 buteurs et après c'est le néant. Je crois que le 3e meilleur buteur a 3 buts en championnat, ou 4 buts, pas plus, et eux ils sont à 12 et 11, comme on peut le voir ici. Et voilà, donc tout repose sur eux. Donc s'ils sont performants, l'équipe est performante. S'ils ne sont pas performants, l'équipe n'est pas performante. Et alors c'est très intéressant aussi de voir jusqu'où va leur complémentarité sur cette infographie. Ils ont marqué 12 buts et 11 buts. Ben voilà, Kane, il n'a marqué qu'un but dans la dernière demi-heure. Il marque beaucoup dans la première heure. Et puis Son, c'est le contraire. Dans la première heure, c'est assez réduit. Mais dans la dernière demi-heure, il accélère. Donc on a vraiment besoin de l'un et l'autre. L'un avec l'autre, parce que l'un sans l'autre, ça ne va pas. Et puis après, malheureusement, il faut soit un système de jeu qui permet, comme City ou Chelsea, d'avoir une diversité offensive et d'avoir un système de jeu où tout le monde participe, ou alors il faut acheter des joueurs qui sont aussi performants en termes de buts marqués pour pouvoir compenser quand ils sont en période de faiblesse. Un dernier mot, Jean-François? Oui, juste pour le top 4, avantage aux Gunners pour moi, comme ça les choses sont dites. Manchester United prend des coups, et le dernier coup qui est pris, c'est l'élimination en Ligue des Champions. Donc on va voir comment ils vont passer ça. Et Tottenham, ça reste une énigme, et donc je me poserai des questions. Et j'avais une question à poser à Christian, mais je la poserai la prochaine fois. Ce serait une réflexion qu'on se fera sur Kane notamment et son modèle. Il ne faut pas oublier West Ham non plus, qui joue d'ailleurs ce soir à 21h sur Sport World. Son match retour face à Séville, ils avaient perdu 1-0 au match aller, et ils seront déjà là dimanche pour ce match très important du côté de Tottenham. Les rendez-vous du week-end, on l'a dit, seulement 4 matchs, avec aussi, on a parlé de Watford là tantôt, c'est l'interview, la complicité entre Julien Courtois et Christian Kabasele qui nous donne sa vision, en tout cas de l'intérieur de la Première Ligue. Rendez-vous vendredi à 19h pour cette émission avec Christian Kabasele, My Premier League. Wolverhampton Leeds, on en a parlé, c'est vendredi 20h55. Samedi, Aston Villa Arsenal à 13h25. La suite, Jean-François? Leicester Brentford et le fameux Tottenham West Ham, où on sera déjà un peu fixé aussi. Peut-être qu'un candidat au top 4 sera éliminé. Gare au vaincu. Exactement. On va le dire comme ça. Et attention, Arsenal qui doit aussi aller chercher quelque chose face à Aston Villa, parce qu'ils ont été battus mercredi soir face à Liverpool. On n'oublie pas aussi de signaler qu'on a les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, le blog aussi. Vous pouvez participer aux produits Vous Sport. Exactement, vous avez tout dit. Oui, j'ai tout dit. Parfait. Ah bah, il me reste encore à lancer le clip de fin d'émission. Alors, on a parlé d'Harry Kane, qui est déjà le 5e meilleur buteur de tous les temps en Première Ligue. Vous savez qui est devant? Shearer? Non. Alors, Shearer est numéro 1. J'allais terminer par Shearer. Mais il y a Agüero juste devant, il y a Andy Cole, Wayne Rooney, et Shearer est évidemment le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. 260 buts. Alors, pour les nostalgiques, je vous propose de revoir quelques-uns de ses plus beaux buts avec une séquence qui lui est consacrée. Merci Jean-François. Merci Serge. On remercie également Christian, que l'on retrouve pas la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission, mais dans 2 semaines. Salut Christian. Au revoir messieurs, bon week-end et bon match. À vous également. On se quitte donc avec le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. C'est parti. Alan Shearer is almost superhuman in his goal scoring. That was sheer class. The master striker has done it again. Just watch and enjoy. Shearer, he scored on his debut. That's why they paid the money for him. And it's swung in here for the chance for Shearer. You don't stop Alan Shearer when he's got a snip of goal like that. Alan Shearer goes with the chip. Good strike. Oh, he's done it. It's goal number 100 in the Premier League. Blackburn Rovers are champions. Would you ever believe it? Alan Shearer is the most expensive man in British football. That's what £15 million buys you. Shearer strike, and it's an absolute bullet.
Shearer. Oh, he's found his touch again. Premier League goal, 200 for Alan Shearer. Drops for Shearer. A quite extraordinary goal. Here comes Alan Shearer. It's Shearer for Newcastle. 201 goals for Newcastle United. He is Newcastle's record goal scorer. He